slowly, my baby. Deep, easy breaths. Let your mind float into space. Feel the power and flow of your heart. Relax. You can feel it. Your eyelids are heavy. Your eyes are closed and you cannot open them. Bienvenue dans Bizarroïde. Dans cet épisode, je ne reçois non pas un, mais deux invités, Steph Meyer et Rémi Barbe. Réalisatrice et scénariste, Steph Meyer a commencé à broder sa dentelle noire autour du cinéma de genre français avec son court-métrage Mantra en 2022. Quant à Rémi, il a commencé à dérouler ses tripes comme un morceau de pellicule, plein de grains, de relief et de plaies ouvertes, avec ses courts-métrages Et le diable rit avec moi et Friandise. En 2024, Steph et Rémi ont uni leurs forces et leurs talents pour réaliser Même la lune saignera, une œuvre radicalement poétique qui m'a convaincu d'inviter les deux partners in crime à choisir chacun 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. Follow the light. Follow the light. Very good. Patty, what's the matter? Softly. You okay? Your power. I'm dizzy too. The light. I don't know what's happening to me. To the truth. Why don't you go out into the lobby for some air? Alone? Are you kidding? Rémi, tu as choisi de parler d'Angoisse, un film de Bigas Luna qui date de 1987. Bigas Luna, on le connaît surtout en France pour ses films des années 90, Macho, Ramon Ramon, La Lune et le Téton, qui sont des comédies dramatiques avec une forte charge sexuelle. Voilà, une étude de l'Espagne, de cette société latine, de la virilité, de la place des femmes, du rapport à la sexualité, à la libido. Angoisse, pour le coup, on est dans un genre, un exercice différent. C'est un film particulier dans sa filmographie parce que c'est un film d'horreur. Enfin, je sais pas si tu résumerais le film de cette manière aussi catégorique et comment tu ferais pour le pitcher d'ailleurs. Angoisse, c'est très difficile à pitcher parce que, ou même à résumer parce que c'est un film particulièrement bizarre. Et c'est probablement la seule embardée horrifique de la filmo de son auteur, qui est Bigas Luna, du coup, un espagnol complètement punk et à part, qui rentre dans aucune case et qui est très difficile à comparer d'ailleurs à ses confrères ibériques. On dit souvent que Bigas Luna a voulu faire une espèce de condensé de ce qu'il avait perçu de l'horreur des années 70-80. Et du coup, il fait un film sur l'horreur, en fait, et sur le cinéma d'horreur. Il met directement en abîme, bien avant l'ère des slashers, des néo-slashers et méta-slashers des années 90, avant Wes Craven, il met en abîme ce que c'est que d'être un spectateur happé par l'horreur d'un écran, l'horreur d'un film, l'horreur d'une fiction, et il joue sur le point de vue que le spectateur a sur sa nature même de spectateur de film d'horreur. Donc je pense que c'est très difficile à résumer, c'est peut-être le plus difficile à résumer parce qu'il faut voir Angoisse et surtout faut rien en dire en fait. Il faut pas trop en révéler pour pouvoir déjà être surpris parce que le film multiplie les twists dans tous les sens. Il s'amuse même de la position de spectateur et il le fait avec une modernité qui est absolument dingue. Et là où on dit souvent que Wes Craven est le premier à avoir du coup été à plonger la tête la première dans le méta-film d'horreur, en fait non, c'est Bigas Luna, clairement, avec Angoisse. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Surtout que la différence de Wes Craven, si on pense au méta, on pense à Scream pour Wes Craven, et même avant ça à Freddy sort de la nuit, qui était déjà une espèce de matrice de brouillon de Scream. Il y a un travail sur du méta sur, je dirais, l'environnement cinéma, l'industrie du cinéma, sur la place de l'œuvre, sur le rapport à la réalité et la fiction avec les acteurs, avec les participants d'une œuvre artistique qui se mêlent aux sensations du spectateur. Là, dans Angoisse, on est vraiment dans l'expérience de la salle. C'est ça qui est très Exactement. intéressant.
vraiment dans Angoisse. Pour moi, c'est un petit peu. Alors, je sais pas si tu as certainement vu Démonie, démon numéro un de Lamberto Bava. De Bava, bien sûr, oui, oui. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un petit peu une sorte de versant un peu plus réflexif et un peu plus sensoriel, en fait, une expérimentation un peu plus sensorielle de ce qu'était déjà Démonie, qui lui est plus un film d'exploitation, un film qui se veut très fun, avec un hélicoptère qui tombe à la fin dans la salle, un truc beaucoup plus avec plein d'actions, voilà, beaucoup plus généreux en termes de divertissement. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de travailler qu'est-ce que c'est exactement que qu'être un spectateur, qu'est-ce que c'est qu'être en état de spectateur dans une salle de cinéma. C'est ça qui est, je trouve, très Ouais, très exactement. très bien travaillé dans Angoisse. C'est l'une des meilleures retranscriptions de ça parce que effectivement, comme tu dis, c'est difficile à résumer, c'est difficile de. Et puis on va pas gâcher la façon dont tourne le film. En fait, en parlant là, on gâche déjà un petit peu ce qu'est le film parce que le film se place en plusieurs couches, en plusieurs strates de récit. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que un cinéma euh, intervient dans la fiction et le cinéma en fait traverse les écrans, traverse les couches de récit. C'est une espèce de portail interdimensionnel, on va dire, et c'est Oui, surtout complètement. une comment dire une puissance sensorielle qui dépasse tous les repères sensoriels que tu as de selon la fiction. Je sais pas si tu vois Moi, ce que... c'est c'est précisément ça que j'aime particulièrement, c'est que la projection du film, la découverte du film, c'est un film sur lequel je suis tombé en préparant mon film de fin d'études et Le Diable est avec moi. Et il m'a particulièrement inspiré pour ce film-là parce que c'est pour ça que il faut rien révéler du film, c'est quand tu mets un pied dedans, le film t'aspire progressivement dans des strates qui sont de plus en plus mentales et qui, sans être un film théoricien ou un film Non, non. thésard ou un film intello, pas le moins du monde. Bigas Luna est même un sale gosse, hein. C'est un sale gosse qui s'amuse avec la position de spectateur, mais il te la met dans la tronche, en fait. Il te met face à ta nature de spectateur, en plus d'avoir, pour l'époque, un discours incroyablement moderne sur la fascination, enfin la puissance des images, évidemment, et la fascination qu'on a évidemment, pour le récit horrifique, pour l'horreur, et à quel point elle est contagieuse, en fait, à quel point l'image horrifique est contagieuse. Et ça devient finalement un trip surréaliste complètement fou qui n'a pas grand-chose à envier à la folie d'un Toby Hooper 10 ans avant, quoi. Donc voilà, moi j'adore ce film. Il est profondément méconnu et c'est d'ailleurs je trouve le meilleur de Bigas Luna parce que c'est aussi beaucoup un réalisateur de téléfilms, hein. Il a fait beaucoup de téléfilms, toujours un petit peu psychosexuels, hein, comme tu l'as dit, Oui, voilà. psychosexuels un peu tordus, qui sont intéressants, mais qui sont intéressants par moments, tandis que sur Angoisse, il est touché par la grâce et il propose voilà, un spectacle qui est profondément cinématographique. La photo est à tomber, Mm. la performance de l'acteur principal dont j'ai oublié le nom, il s'appelle José, non, André Rové, je crois. Et il y a évidemment, c'est même pas un caméo, hein, c'est un second rôle absolument profondément marquant de Rubinstein, Ouais, Zelda euh, Rubinstein. et- ouais, qui est absolument dingue, voilà, et Voilà. qui est absolument terrifiante d'ailleurs. Ouais, c'est dans la longue lignée des mères comme ça, comment dire, cannibales, infanticides du cinéma, du cinéma Oui, de genre, complètement. quoi. La mère terrifiante, la mère, c'est une toute petite femme, mais on a l'impression que c'est une espèce de pieuvre comme ça qui circonscrit tout ce que le personnage a le droit de ressentir, en fait, doit passer par la validation de cette mère. C'est assez Ah terrifiant, en oui, oui, fait, complètement. Mais elle est un grand monstre, le grand monstre du film et un des monstres du cinéma des années 80, hein, Rubinstein. complètement. When that I was but a little tiny boy with a hey-ho, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rainy reigneth every day. Steph, toi, tu as choisi de parler des trous dans la tête de Guy Madin. Alors, Guy Madin, je sais pas de quelle école tu es, toi, si tu dis à la française ou à l'anglo-saxonne. Moi, je dis Gaï Madine. Guy Madin, ouais, parce que donc c'est un Canadien. On a souvent vu passer dans les années 2000, c'est le David Lynch canadien. C'était un peu vite résumé comme ça pour essayer de vendre son cinéma. On a un peu résumé ça par c'est un David Lynch canadien. C'est pas complètement faux parce que c'est aussi un cinéaste qui va expérimenter beaucoup de choses du point de vue sensoriel. C'est quelqu'un qui va travailler une forme et ses films sont des espaces mentaux complets, quoi. Mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Toi, t'as choisi des
des trous dans la tête. Pourquoi ce film en particulier? Parce que c'est le premier film de Guy Maddin que j'ai découvert. Ouais. Moi, j'ai fait des études d'art, j'ai pas fait des études de cinéma, mais donc je faisais du cinéma expérimental. Ma peinture était très inspirée par le cinéma. Et c'est un cinéaste qu'on m'a fait découvrir. Et j'ai tout de suite été happée par ce mélange entre l'utilisation de techniques de cinéma des années 20, donc l'utilisation de la caméra Super 8, le montage sur pellicule, mais avec des effets de montage modernes, donc c'est-à-dire avec un montage un peu désarticulé, un peu fragmenté, répétitif, avec des samples d'images qui se répètent pour essayer de recréer un état de mémoire et de souvenir avec des plans qui ressurgissent comme des éléments de mémoire qui ressurgissent de l'inconscient dans l'esprit de quelqu'un. Ouais, c'est un peu ça. Bah, le titre des trous dans la tête, ça nous indique ça. C'est-à-dire que c'est un film. C'est difficile d'abord d'expliquer ce qu'est le film clairement en tant que genre. Est-ce qu'on est sur une espèce de documentaire autofictionnel où il revient sur son enfance, il revient sur l'île où il est supposé avoir grandi avec ce phare. Déjà, on sent qu'on est dans un décor très onirique, donc on sent qu'il y a quand même un décalage entre le fait qu'on est censé être dans quelque chose de biographique et en même temps complètement barré du point de vue visuel, quelque chose qui est beaucoup trop travaillé pour être un simple documentaire, un simple geste biographique. Donc des trous dans la tête, ça explique, voilà, je vais combler ce dont je me souviens, ce dont je me souviens pas, ce que ma mémoire a déformé, ce que ma psyché a déformé. C'est assez intéressant. Comme tu dis, c'est un film en noir et blanc. Alors je sais pas, c'est le premier film d'une trilogie qu'il a faite un peu sur le même concept biographique, hein, Mi-Trilogy. C'est le premier, non, c'est le deuxième volet. Le premier volet, c'était Et les lâches s'agenouillent. Et le troisième, c'est Winnipeg, mon amour. Alors, je sais pas si c'est des films aussi qui ont ce travail de forme également. Je sais pas si tu les as vus. Alors oui, la forme est similaire, mais Des trous dans la tête est celui qui va le plus loin, Ouais, pour justement l'aspect un peu fantastique, presque science-fiction, ouais. parce que le père travaille dans un laboratoire, il est question d'étudier des enfants qui ont des trous dans la tête et de ressusciter des personnages. Donc il y a cette dimension de SF et de fantastique qui traverse le film, et c'est beaucoup moins le cas dans les deux autres. C'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-ci. Mais on a l'impression qu'il y a un côté un peu marabout bout de ficelle, hein. On a l'impression que c'est un côté Kaderwski, on dirait, pour reprendre un terme justement qui vient de l'époque du surréalisme. On a un peu l'impression qu'il se laisse porter par une histoire qu'il invente au fur et à mesure un petit peu et que tout est permis parce que finalement, bah, ça dérive sur la science-fiction, ça dérive. On a l'impression au début, donc on est sur un film très expressionniste et un peu une espèce de drame avec cette famille, avec cette mère, ces enfants, un décor qui rappelle quelque chose du cinéma muet, presque un peu misérabiliste d'une certaine façon, en tout cas qui travaille sur l'intérieur d'un foyer prolétaire, quoi. Et puis après, c'est vrai qu'on dérive, il y a un côté presque aussi roman populaire, un côté roman pour la jeunesse, avec ce personnage à la fois féminin, masculin, voilà, il y a une espèce de transition qui s'opère dans le film. Il y a un côté un peu roman populaire et feuilleton de l'époque, serial de l'époque. Et puis oui, il y a ce côté science-fiction qui vient avec le labo du père, avec cette espèce de père qui est à la fois présent autour d'eux et très absent. On sent que là, Guy Maddin, il essaie de travailler un schéma sur la structure familiale en exagérant un petit peu ce côté père absent, ce côté père pas forcément attentif, plongé dans ses passions que beaucoup de gamins connaissent. On sent qu'il le réinvente via d'autres références qu'il a et qui se mélangent un peu, quoi. Oui, en fait, il mélange, et c'est pour ça qu'il utilise la caméra Super 8, le film de famille et les codes du film de famille, Mm. euh, très stylisé, mais en racontant l'histoire de ces différents personnages qui sont les membres de sa famille à travers leurs fantasmes, leurs peurs, leurs rêves. C'est une histoire beaucoup plus basée sur le symbolisme, l'imaginaire. Et il faut décoder, enfin le jeu c'est de décoder un petit peu ce que symboliquement ces éléments révèlent de la vie du personnage principal qui est Guy Maddin et qui se met en abîme fortement à travers l'histoire.
Ouais, en plus, il y a un truc qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il y a une absence de bruit en général, et par certains moments, ça rejaillit, comme si c'était quelque chose qui d'un coup avait davantage marqué sa mémoire. Il y a une porte qui claque, là on l'entend claquer. Il y a un métronome qui là est beaucoup plus présent, comme si il essayait de faire rejaillir au milieu de cette espèce de d'univers, voilà, un peu onirique, comme s'il était entre le rêve et le souvenir. Et d'un coup, il y a des choses qui tac, percute. Il y a une espèce il y a des espèces de petites étincelles qui surgissent dans le film. C'est très intéressant, qui nous rappellent la façon dont notre cerveau fonctionne et percute à certaines choses. Et alors que le reste est beaucoup plus dans une espèce de bouillie étrange en fait. Oui, 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 c'est comme s'il avait essayé de retranscrire une séance d'hypnose dans laquelle Ouais, il choisit de, de, de parler de tel symbole que tel élément lui évoque. Et ce film est vraiment un cheminement mental, un peu comme ce que Bill Viola, par exemple, a essayé d'expérimenter dans son propre cinéma expérimental. C'est créer un film qui est plus une retranscription de comment fonctionne la mémoire humaine et d'en faire un espèce de jeu narratif et plastique. Et c'est ce que Guy Maddin fait dans beaucoup de ses films, mais, mais celui-ci plus particulièrement, puisque il est aussi question de personnages amnésiques qui essayent de comprendre ce qui se passe, tout à fait. parce qu'il y a une petite enquête à l'intérieur du film, pourquoi les enfants ont des trous dans la tête, et cet adulte qui essaye de retrouver les éléments absents de ses souvenirs, et en même temps qui comprend que on ne peut pas échapper au traumatisme de notre enfance et l'héritage familial, puisqu'en revenant sur l'île de son enfance, il se rend compte que sa sœur perpétue ce que sa mère faisait Hmm. quand eux-mêmes étaient enfants. Ouais, oui, 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 c'est ça, c'est entremêler le drame familial, le home movie et quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus travaillé sur la forme. Ben oui, c'est un cinéma qui, à mon avis, effectivement, doit beaucoup intéresser les plasticiens, les peintres, parce que c'est un travail de forme très intéressant. Et puis pour parler du travail narratif aussi, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est sur un film muet tourné en Super 8 qui ressemble beaucoup au cinéma muet. Moi, ça m'a fait penser aussi à Ménilmontant. Je sais pas si tu connais ce film. C'est Dimitri Kirsanov. C'est un film très intéressant qui date de 1926 et qui est très expérimental aussi sur son montage. Enfin voilà. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a un décalage avec la narration qui est faite. C'est Isabella Rossellini qui est la narratrice, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement, ouais. Voilà. Qui est une de ses grandes collaboratrices. Elle a joué dans énormément de ses films. C'est presque un duo artistique. Elle a joué dans The Saddest Music of the World, où elle joue une Kujat. C'est vraiment une collaboration très, très fructueuse entre les deux. Voilà, et donc ça crée quelque chose de très intéressant parce qu'il y a un langage, il y a cette voix qui passe par beaucoup d'émotions, c'est pas du tout une voix neutre, elle Mm. accompagne les émotions, les surprises du personnage, les sentiments du personnage, et elle propose quelque chose de quasiment parallèle au film en fait, en apportant une lecture en plus, c'est pas seulement descriptif, c'est toute une introspection qui suit les images du film et qui apporte Oui. justement, quand on comprend pas forcément tout ce qui se passe, et justement on passe par plein d'éléments un peu éparses, elle apporte d'une certaine façon la cohérence de tout ça, la cohérence émotionnelle, si cohérence émotionnelle il y a, en tout cas la cohérence de point de vue, je dirais, sur cette histoire, quoi. Oui, et puis il transgresse un petit peu les codes du cinéma muet parce que on entend parfois la voix de la mère déformée par le magnétophone. Ah oui, c'est vrai. Euh, Comme tu disais, il y a des sons, il y a des sons de porte, il y a des sons qui sont mis en avant plus que d'autres, et des répétitions de la musique, des répétitions des phrases que Isabella Rossellini dit pour appuyer sur justement des moments obsessionnels par rapport à certains personnages, notamment les obsessions sexuelles. Avec les images qui sont répétées en boucle. Donc il mélange vraiment les codes du cinéma traditionnel avec des choses beaucoup plus contemporaines et c'est ça qui, en tout cas, à l'époque, quand le film est sorti, le rendait malgré tout très, très innovant et très contemporain. Reality. It traps us in a monotonous, deadening cycle. Engulfs our dreams and desires with innumerable obstacles that are laced with cruel irony.
We try to shadow these inescapable truths with such lies as cinema, use it as a shield of escape, a coating to shelter us from the ceaseless hardships thrown in our paths. Certain films can attempt to absorb our negative energy in a hope that perhaps they can keep our darkest emotions at bay. Alors Rémi, on enchaîne avec un autre film qui a beaucoup compté dans ton parcours de cinéphile et ta carrière de cinéaste. À cause de mon anglais lamentable, je vais te laisser dire le titre. On reste d'ailleurs en terre canadienne, hein, pour le coup. Eh oui, c'est vrai. Il s'agit bien sûr de Subconscious Cruelty de Karim Hussein. Moi, j'ai une passion absolue et totale pour ce film, et pour Karim Hussein de manière générale, pas que pour ce film. Ce qui est absolument passionnant, donc c'est un film qui a été vraiment un film étrange, il y a beaucoup de choses à dire, et pareil, on ne peut que recommander de le voir plutôt que d'en parler. C'est compliqué d'en parler avec quelqu'un qui ne l'aurait pas vu, donc c'est pour ça qu'évidemment j'invite les auditeurs à foncer, parce que c'est un film qui est de plus en plus à la fois difficile à trouver, mais qui en même temps est réhabilité, puisqu'il a été quand même longtemps interdit, hein, et puis finalement réédité en DVD puis Blu-ray relativement récemment. Il y a un Blu-ray de Elephant Film en France qui est sorti. Bon, maintenant il est épuisé, mais les Allemands l'ont sorti aussi. Karim Hussein, c'est un cinéaste depuis devenu chef-op canadien. Alors, on peut préciser qu'avant d'être cinéaste, il avait déjà une petite notoriété dans le monde du cinéma fantastique, puisqu'il a fondé Fantasia. exactement le festival Fantasia de Montréal. C'est l'un des fondateurs du festival avec celui qui est son producteur sur ce film. Mitch Davis, oui. Ouais. Il a cofondé Fantasia avec Mitch Davis. Et d'ailleurs, son travail en tant que réalisateur avec Subconscious Cruelty a été révélé au monde grâce à Fantasia, puisque c'est bien évidemment Mitch qui l'a montré, entre guillemets, à l'époque. D'ailleurs, le film a fait énormément de bruit, hein. Et à juste titre, le film est une collection de 3 segments plus ou moins liés sous la forme on va dire, de court-métrage. C'est presque une forme que Karim Hussein réitérera par la suite, puisque en tant que réalisateur, il réapparaîtra en tant que voilà, réal de segments dans des films à sketch, notamment The Théâtre Bizarre. Je pense à The Théâtre Bizarre. Ouais. Mais c'est sa première et quasi seule œuvre en tant que cinéaste, où il part d'un principe très simple. C'est qu'est-ce qui se passerait si l'être humain se réveillait avec une ablation de l'hémisphère gauche du cerveau, celui qui, a priori, est réservé à la raison, à la logique, à la morale et à toutes les constructions psychosociales. Et donc, si cette ablation avait lieu, qu'est-ce qui se passerait si, du coup, l'hémisphère droit gagnait la bataille et que l'être humain devenait juste finalement un animal prélevé de toute forme de construction sociale et de raison et de morale, et qu'il laissait libre cours à ses pulsions les plus enfouies. Et donc évidemment c'est extrêmement conceptuel, et c'est un film qui d'ailleurs moi c'est ça que j'adore, c'est qu'on peut le ranger dans plusieurs catégories sans qu'il appartienne à aucune d'entre elles d'ailleurs. C'est à la fois un film d'art et d'essai, un film d'exploitation pure et dure, une espèce de vidéonastie expérimentale. On peut le ranger dans la catégorie évidemment du cinéma extrême, hein, bien que ce soit ça c'est un terme parapluie qui est assez compliqué, parce que il va flirter évidemment. Il a été très apprécié par les fans de la sphère extrême qui aiment les grosses neufs dégueulasses et les trucs évidemment crapoteux, immondes et en dessous de la ceinture. Le film est quelque part entre de la pure élévation spiritualo-métaphysico, surréaliste, trashos, underground à mort, et une espèce de peinture en mouvement, évidemment profondément influencé par tout un tas de courants. Voilà, il fait partie de ces cinéastes qui sont coincés entre l'underground crapoteux et le film d'art et d'essai complètement contemporain. Il fait penser même à deux Européens comme Jörg Buttgereit, tu vois, qui ont été complètement balancés entre ces deux catégories. Mais toujours est-il que le film est un enchaînement d'images que je trouve parfaitement obsédantes et qui m'ont complètement happé, terrifié, glacé, fasciné, stimulé dans tous les sens. On voit évidemment que Karim Hussein fait partie de ces cinéastes qui considèrent que le cinéma est avant tout un langage de l'image, et du coup un langage de la lumière. C'est pas étonnant qu'il se dirigera vers une carrière de chef-op après, notamment pour Brandon Cronenberg, puisque c'est lui qui a écrit Antiviral, Possessor, Infinity Pool, entre autres. Et il a ce mélange entre expressionnisme
expressionnisme pur et dur et surréalisme voilà, pictural. Et c'est encore une fois très très compliqué de parler du film sans trop en révéler. Et puis surtout, ce serait dommage d'accentuer l'aspect choc, enfin, comment dire, de parler que de l'aspect choc du film, parce que oui, évidemment, le film n'est clairement pas pour tout le monde. Il transgresse bien des tabous, et d'ailleurs, c'est le but, c'est son concept. Mais le film est tellement beau, tellement puissant, tellement évocateur, il est tellement, il est d'une poésie tellement aiguë et accrue que ce serait dommage de passer à côté d'un tel objet de cinéma, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est l'un des films les plus libres qu'on puisse voir, qui abandonne toute contrainte à la fois économique, à la fois, je dirais, des contraintes académiques, on va dire, des contraintes de bon goût, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse complètement plonger dans ce qu'il peut y avoir de pulsionnel, dans le besoin de se raconter, de délivrer une œuvre, de travailler. Moi, c'est surtout de travailler des textures. Je trouve que ça, c'est très intéressant que tu aies choisi ce film parce que Absolument. c'est vraiment un travail sur les textures, sur le sang, sur la chair, sur des choses qui sont vraiment assez Sur les répugnantes. fluides, Voilà, sur les fluides, sur les peaux. Je exactement. pense notamment à ce plan qui pour moi, fait tout le film. C'est dans le premier segment. Il insiste très, très, très longtemps sur un plan extrêmement long. Il fait une mise en parallèle surréaliste entre ce type qui couche avec sa sœur au moment où elle enfante. Et Exactement. il fait un parallèle entre. Il y a ce plan sur une photo, un Polaroid, qui est en train de fondre et dont l'image texturée se mêle à des fluides chimiques qui évoquent le liquide amniotique de la sœur qui est en train de se confondre à sa photo. Ouais. Et il éclaire ça comme une espèce de, voilà, on dirait une nature morte, une vanité, mais complètement post-Cronenbergienne, lynchienne à mort, et en même temps, et qui ressemble à rien d'autre, Ouais, quoi. ouais, Le bah c'est cinéma ça, est c'est, inspiré de la texture. c'est les images figées, les images propres sur elles d'une certaine façon qui fondent et qui dévoilent ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des choses qui sont beaucoup plus en mouvement, qui sont beaucoup plus parfois même en putréfaction, c'est-à-dire c'est voilà une image Ah, figée complètement. dans une photo et il y a la réalité du corps de cette sœur avec les différentes étapes que sont une perte de virginité, être enceinte, un pourrissement, une corruption Absolument. aussi par le corps des autres. Enfin voilà, c'est ça qui est très Absolument. intéressant. Et je trouve que tu parlais de photos, je trouve qu'il y a justement une parenté évidente entre ce film-là et l'écrin dans lequel vit le personnage, là, cette espèce d'appartement. Enfin, on ne saurait pas trop situé au début du film. Ça ressemble beaucoup à celui de ton protagoniste dans Et le diable rit avec moi. Il y a ce côté très sombre, très calfeutré, très Oui, et déliquescent, minimaliste. Et minimaliste, ouais. minimaliste dans le sens où, comme enfin, c'est évidemment, il est obsédé par la texture et c'est un futur chef-op qui d'ailleurs trouvera que réaliser des films c'est bien trop difficile et qui avouera de lui-même que il préfère largement la position du chef-op. Mais il a fait partie de ces cinéastes qui voient, et ça je suis en accord viscéral avec ça, c'est que il considère le cinéma comme un art de la pulsion, un art de l'habillage le plus simple et le plus cru d'un cerveau qui serait en pilote automatique sur son subconscient, son inconscient, son subconscient et sa plasticité la plus morbide en fait, c'est les zones les plus sombres. Donc très logiquement, il habille son décor par la lumière déjà. Moi, ce que j'aime énormément et que j'essaie humblement de faire aussi. Et il a cette vision de l'espace qui est absolument une topographie, un sens de la topographie et de l'habillage par la lumière qui est absolument remarquable, qui est à la fois une lumière justifiée diégétiquement et en même temps une projection complètement mentale qui est régie par la lumière, la colorimétrie et la texture. Donc voilà, je suis un très grand fan de Karim Hussein, aussi bien de son travail de réal que de chef-op, quoi. Ouais, ben je comprends parce que voilà, il y a vraiment cette parenté, je trouve, dans tes courts-métrages avec ces personnages leur intérieur. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve aussi dans votre court-métrage commun, même La Lune saignera, il y a aussi, voilà, une difficulté parfois effectivement à topographier, à comprendre clairement l'espace dans lequel le vit le personnage, comment il se délimite. Parfois, on voit pas les murs où on les devine à peine. C'est des espèces de petites boîtes noires qui se referment sur leur esprit tourmenté finalement. Donc il y a aussi cette compression
je dirais, de l'espace autour d'eux et du temps aussi. Parfois, on ne sait pas vraiment à quel moment il se réveille, à quel moment il s'endort, est-ce qu'on rêve encore, combien de temps s'est passé, depuis combien de temps il est en train de délirer. Il y a ce côté un peu fiévreux comme ça Ah oui, tout qu'on à fait. Bon, retrouve dans votre cinéma. on se retrouve là-dessus avec Steph, bien sûr. C'est notre goût commun pour évidemment un cinéma qui est régi par les lois de l'image, en fait, les lois de celles qui sont évidemment métaphysiques et que le cinéma permet. Donc la compression des logiques de temps, des logiques d'espace et des logiques de plasticité du mental, évidemment. Stéphanie, toi, tu voulais qu'on parle de Deux Sœurs. On part du côté de la Corée du Sud. Ouais. Deux Sœurs, alors juste pour présenter vite fait, c'est intéressant parce que Deux Sœurs, qui est arrivé en 2004. C'est un peu l'année où on a découvert le cinéma sud-coréen en France, hein. L'espace d'un été, on a eu Memories of Murder de Bong Joon-ho, Deux Sœurs de Kim Ji-woon et Old Boy de Park Chan-wook qui sont sortis à 3 mois d'écart entre juin et septembre 2004. Voilà, merci Manuel Chiche, hein, qui a importé ses films en France via Wildside. Alors pourquoi toi tu as choisi de parler de Deux Sœurs? Alors, Deux Sœurs, c'est un film qui est très très important pour moi. Il fait partie de mon top 5. C'est un film que j'ai découvert à l'époque de sa sortie. J'étais très jeune. J'ai adoré la manière dont le film est à la fois très onirique, très beau. Il a une photographie magnifique, il a une direction artistique magnifique. Et en même temps, c'est une narration non linéaire, non standard, qui joue encore une fois, comme dans Les Trous dans la tête, sur une narration basée sur la mémoire d'un personnage qui Ouais. essaye de comprendre son histoire, de reconstruire ce qui lui est arrivé à travers ses souvenirs traumatiques. Et il en fait un film fantastique, un film d'horreur. Et c'est ce combo des deux qui, à l'époque, m'a fascinée et qui me nourrit beaucoup aujourd'hui et dont j'aimerais beaucoup m'inspirer pour ma propre carrière de cinéaste. Ouais, c'est ça. Alors, sous des aspects de drame familial, en fait, assez classique, comme tu dis, non seulement il travaille une narration un peu éclatée et recollée selon ce que le personnage accepte finalement de son histoire au-delà de ses traumatismes. Et puis, c'est vrai qu'il compose une espèce de film d'horreur low profile, en fait, hein, on pourrait dire, une espèce de film d'horreur latent, très intéressant, très atmosphérique, hein, finalement. C'est un film assez emblématique du cinéma sud-coréen tel qu'on l'a découvert à cette époque, parce que le cinéma de genre sud-coréen, c'est un cinéma assez élégant, qui travaille souvent une photographie, une direction artistique assez léchée, et en même temps qui va créer un contraste entre ces images, entre ce décorum et des motifs, des textures moins nobles, plus sales, plus dégoûtantes. C'est un peu un cinéma de l'or et de la crasse, si on peut dire ça comme ça. Oui, complètement, parce il oppose la pureté des deux sœurs qui sont toujours habillées en blanc. Il filme beaucoup leurs pieds nus en close-up qui marchent dans la maison, qu'il oppose à un intérieur très sombre, très texturé, végétalisé, qui les enferme avec des moments d'horreur très expressionnistes, avec la récurrence des mains crochues qui évoquent beaucoup le cinéma expérimental, la Nosferatu, les mains d'Orlac, tout ça. Et donc, il y a cette dualité de la finesse et de l'élégance avec, oui, comme tu dis, quelque chose de très horrifique et de très sale. Et c'est une dualité qui est très présente dans leur culture, tout comme cette opposition entre c'est une société qui est encore très hantée par leur culture traditionnelle, alors qu'ils vivent eux-mêmes dans une société très moderne, très américanisée. Et le réalisateur Kim Ji-woon en parle
quand il en parle de son film, c'est qu'ils ont entièrement construit les décors et la maison pour avoir un contrôle absolu, mais en y amenant des meubles et des objets qui évoquent ce passé sud-coréen oublié, d'où le choix de situer ça dans une maison de vacances. C'est quelque chose qui est très, très, très présent, qu'on a pu voir dans Sleep cette année Ouais. ou dans Akima. Ils sont très, très obsédés par cette question de la tradition et de la modernité. Oui, oui. Bah, c'est une maison en fait de prime abord qui paraît très agréable, hein. C'est un film, c'est aussi un film qui est assez étonnant parce qu'il est très solaire. Hein. Mm. On est en plein été, hein, si je dis pas de bêtises. Et finalement, la maison paraît assez accueillante de prime abord, assez belle avec ses meubles anciens. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez claustro finalement dans ce film. Ça s'explique aussi par ce qui est arrivé, le drame qui est arrivé. Alors, on va pas divulgacher le fin mot de l'histoire, mais ce qui est arrivé, ce qui arrive à une des deux sœurs, qui représente quelque chose de très claustrophobique, une espèce d'oppression comme ça, ben justement en fait par la maison, par le poids de la maison, par le poids du foyer en fait. Hein. C'est un peu ça la métaphore de cette révélation à la fin du film, quoi. Et Avec des cadrages qui morcellent en fait et qui isolent les personnages. C'est-à-dire que du coup, un personnage va s'adresser hors champ à un deuxième personnage qui n'est pas cadré, ce sera un troisième personnage. Et donc, on a des discussions. En fait, c'est des espèces de faux chants contre chants pour semer le trouble de qui s'adresse à qui est vraiment là, qui n'est pas là. Qui est cet individu et donc le découpage est essentiel et donne des indices sur le dénouement de l'histoire. c'est vrai, oui. Bah, ça travaille à la fois sur l'intrigue et ça travaille aussi sur l'atmosphère familiale où finalement, même s'ils sont circonscrits à un espace assez petit, la famille est quand même complètement morcelée en fait. Hein. Il y a une absence de communication. On vit avec les autres, on supporte les autres et en même temps, on est très éloigné d'eux, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup ce qu'il travaille, qui est un truc qui est très intéressant dans le film, qui est vraiment purement cinématographique. Tu sais, c'est ce plan final où elle sort de la maison, où on voit la sœur aînée sortir de la maison et marcher comme ça dans ce coin de campagne, encore une fois de manière très solaire, très estivale. On se demande quelle est la place de cette scène dans le récit, si c'est juste, comment dire, un fantasme d'une certaine façon, si c'est vraiment une possibilité, un choix parallèle, un chemin parallèle qu'elle aurait pu faire, c'est-à-dire quitter cette maison. Et ça, c'est purement cinématographique parce que ça ressemble beaucoup à une fin, tu vois, la musique s'adoucit et ça te donne l'impression d'une fin qui est en fait d'une certaine façon une fausse fin. C'est ça que je trouve très fort dans le film, c'est-à-dire que dans son rythme, dans l'impression qu'elle te donne, ça devrait être un happy end. Il travaille ça comme une fin et en réalité, c'est pas vraiment comme ça que se termine le film. C'est pas vraiment sur cette note optimiste ou même Oui, simplement mélancolique. C'est quelque chose de plus violent que ça. oui, oui, c'est vrai. Et justement, il opère des ruptures plusieurs fois dans sa narration. Il revient en arrière, il revisite des scènes, mais d'un point de vue différent ou à travers les yeux d'un autre personnage. Ou alors, on revisite la scène, mais cette fois-ci, le personnage a une autre identité. Donc, il joue complètement sur... enfin, c'est difficile d'en parler sans révéler la Ouais. fin. Sur la caractéristique du personnage principal qui fait qu'elle voit la réalité de cette manière-là. Mm. Il en fait complètement. Et à l'époque, ça avait été critiqué quand c'était sorti parce que on jugeait que plastiquement le film était superbe, mais que la narration était un peu trop complexe, un peu trop confuse. On a même pensé qu'il avait bâclé son scénario, alors que c'était une intention à la base Bien sûr. de travailler sur la narration mémorielle, en fait, Mm. plus qu'une narration linéaire. Et il est souvent comparé au cinéma de David Lynch et son propre cinéma non linéaire et le symbolisme qu'il utilise, qui peut paraître un peu cryptique parfois. Mais Oui. si je peux me permettre une intervention là-dessus, comme le film joue extrêmement habilement sur une narration justement non linéaire qui de temps en temps laisse place à de la pure atmosphère et qui vise à créer le doute chez le spectateur sur qu'est-ce qui se passe vraiment, Mm. qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui se passe réellement, il se permet du coup une dilatation à l'intérieur de la construction atmosphérique de ces séquences qui du coup donne lieu probablement à deux ou trois scènes qui sont parmi les plus terrifiantes en termes d'angoisse, de peur, hein,
dans le cinéma d'épouvante asiatique, quoi. Oui, parce que le film démarre presque comme un film muet. C'est très silencieux, c'est très contemplatif, c'est très atmosphérique. Donc les premières scènes d'horreur arrivent de manière très inattendue et sont très glaçantes et c'est toujours très court, à la limite du jump scare, mais ça vient comme ça rompre complètement cette atmosphère contemplative et presque planante du début. Comme un rappel, comme une irruption violente du souvenir et de la réelle nature de ce qui se passe. Ouais. But why would you want to leave all that fame, Mr. Presley? All that money? I don't know. Because they got old. The woman I love, Priscilla, she was gone. The rest of the women were just women. I mean, the music wasn't mine anymore. I wasn't even me anymore, just this thing they made up. And my friends, well, they were sucking me dry. Rémi, je te propose qu'on parle de Booba Hotep. Pour le coup, Bubba Hotep, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un autre ton. Ça, c'est certain. C'est sûr. Et moi, je suis. Alors voilà, je sais, je ne veux pas réintroduire le film non plus, mais le film appartient au genre très compliqué, on va dire, des comédies horrifiques. Ouais. Si tant est qu'on puisse le mettre dans la catégorie des comédies horrifiques, qui, soit dit en passant, est un genre que je déteste et que je méprise au plus haut point. Ça m'étonne pas beaucoup de toi. La plupart du temps, voilà, j'ai un grand mépris pour les comédies horrifiques, précisément parce que, non pas que je veuille absolument imposer le ton sérieux tout le temps, quoi, mais bien au contraire, c'est pas ça. C'est juste que la comédie et l'horreur sont des genres qui, par essence, tirent des ficelles qui sont tellement voisines, enfin qui reposent souvent sur la même chose, sur les mêmes procédés, sur cette science de l'effet et de la réaction forte, qu'elle soit rire ou effroi, Ouais. que je trouve qu'elle cohabite très très mal, parce que c'est comme si... Enfin, elle cohabite bien à la base, mais quand on force le trait des deux, ironiquement, je trouve que ça fait souvent un peu de l'eau et de l'huile. Enfin bref, je suis pas là pour disserter sur ça, mais Boba Hotep est une exception, comme quoi évidemment les règles sont évidemment intéressantes que si elles ont des écarts, mais Boba Hotep est pour le coup le contre-exemple de tout ça, parce que je trouve que c'est un film qui ne force jamais la main sur sa comédie et ne force jamais non plus la main sur l'horreur et fait cohabiter tout ce qu'il y a de ridicule, pathétique et émouvant dans la situation qu'il dépeint. Donc, à savoir, hein, quand même, pour ceux qui l'ont pas vu, on est dans une situation où le prétendu véritable Elvis ne serait pas mort, mais serait en train de croupir dans une maison de retraite dans le cul du Texas, dans lequel il y aurait un Afro-Américain qui se prend pour JFK, et les deux doivent faire face à une momie tombée d'un camion, hein, parce que c'est quand même littéralement ça, hein, une momie tombée d'un camion, qui s'appellerait du coup le Boba Hotep, et qui vient faucher les âmes présentes dans la maison de retraite, puisqu'elle y voit l'opportunité de se revigorer en termes d'âme face à des résidents qui ont peu de capacité à se défendre. Et elle a la particularité de sucer leurs âmes par l'anus. Donc, ce qui est quand même, a priori, le pitch d'une espèce de zèderie ridicule ou une production Asylum ou alors une gaudriole stupide et mal fagotée des années 80. Mais pas du tout. C'est un film de Don Coscarelli, déjà. Donc, Don Coscarelli étant un africaneur à la carrière besogneuse, on va dire, ponctué à la fois de grands films et de films oubliables. D'ailleurs, on va pas se mentir, Coscarelli n'est pas un immense cinéaste, hein, dans l'absolu. Moi, j'aime beaucoup son Fantasme, évidemment, mais comme beaucoup. Mais Boba Hotep, je trouve que la magie opère sur ce film. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans Boba Hotep qui est beaucoup plus que la somme de ses éléments un peu fous et de ses ambitions et de son idée. Il y a quelque chose d'absolument magique qui se passe dans Boba Hotep parce que c'est un film sur la vieillesse, sur l'oubli, sur la peur d'être oublié, et sur la nécessité de combattre quelque chose qui est inéluctable, comme la mort. Évidemment que la momie suceuse d'anus est une métaphore littérale de la mort qui vient faucher, qui vient taper à la porte d'une maison de retraite. Et c'est un sujet, je trouve, qui est particulièrement difficile, hein. Traiter de la mort, traiter de la vieillesse, traiter de l'inéluctabilité de tout ça, c'est très compliqué. Mais Coscarelli le fait avec... Déjà, il adapte une nouvelle, hein, puisque c'est une nouvelle de... J'ai un trou sur le nom de l'auteur. Attends, je vais te retrouver ça. Et oui, c'est le type qui était d'ailleurs à l'origine du script de Cold in July, qui s'appelle Juillet de sang, qui est ce film de Jim Mickle, absolument formidable, qui avait été réalisé et sorti en 2014. C'est
Joe R. Lansdale. Joe Lansdale. R. Lansdale, absolument. Joe R. Joe R. Lansdale, Lansdale. absolument. Et bon, bref, Coscarelli adapte Joe R. Lansdale dans quelque chose qui, a priori, en plus, fonctionne de manière tout à fait littérale, parce que tu sens le fait qu'il y ait une nouvelle littéraire, qu'il y ait quelque chose qui est une nouvelle fantastique derrière. Mm. Tu le sens. Mais Coscarelli, même s'il n'est pas du tout un cinéaste brillant, réussit à... Voilà, il y a une alchimie dans ce film qui est absolument extraordinaire, qui le rend aussi drôle, précisément parce qu'il ne force pas son humour. Du coup, le film est hilarant. Il est par moments terrifiant. Et surtout, en dépit de tout ça, même s'il tire les ficelles de l'horreur, du fantastique, du drame, de la comédie, du splatter, du film fantastique, voilà, il arrive à être absolument bouleversant. Et pour peu qu'on accepte un petit peu le délire de Bubba Hotep, sa mise en scène, sa plasticité, mine de rien, son tempo, sa musique et ses acteurs formidables avec Bruce Campbell en tête, Ouais, je qui pense joue que un... c'est l'une des meilleures performances de Bruce Campbell. Parce que C'est probablement sa meilleure performance, oui, je parce que trouve. Bruce Campbell, ce qui est très intéressant, ce qu'en fait Coscarelli, c'est qu'à ce moment-là, le film date de 2002, je crois. Alors, moi, je me Absolument, souviens absolument. que, je sais pas si toi, à l'époque, tu t'avais suivi la sortie. Moi, je me rappelle qu'on a attendu très longtemps avant de voir ce film. Je me rappelle que, entre le moment où il a fait la tournée des festivals aux États-Unis, entre 2002, tout ça, et le moment où on a pu, mettre la main sur un DVD en France, une VOD ou je sais pas quoi, il s'est écoulé, 3 ans, un truc comme ça. C'était dingue. Et, Moi, je sais que qu'en 2011, tu vois. Donc, ouais, bon, j'étais un peu jeune, mais ouais, mais à l'époque, Bruce Campbell avait déjà cette aura un petit peu d'acteur culte, parallèle quoi, d'acteur ouais, de culte. seconde zone un peu. Oui, à la fois loser, mais loser magnifique. Enfin, c'était un petit peu ce statut. Et le problème, c'est que finalement, sa filmographie à Bruce Campbell, elle a pas été très brillante après Evil Dead. Non, non, Il a non, non. pas fait, voilà. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, Coscarelli sait quel acteur il a en face de lui, quel matériau il a en face de lui, et la persona aussi de Bruce Campbell. Il sait que Bruce Campbell, c'est un peu un Américain du Michigan, si je dis pas de bêtises, un Américain un petit peu, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être un petit peu lourdeau, être un petit peu un beauf qui s'assume, quoi, tu vois. Et, Mhm. euh, et là, il joue complètement là-dessus. Il se dit, bon, ben, j'ai Bruce Campbell avec son gros menton. Il va faire du Elvis. Quelle autre figure de l'Amérique, mais de l'Amérique un peu déliquescente, un petit peu ringarde, un petit peu Oui, cheesy, tout à comme on fait. dit, que Elvis, et ça fonctionne complètement. Et je trouve que le truc génial de ce film, c'est que ça offre enfin un personnage à Bruce Campbell qu'il n'a pas eu beaucoup sur les 20 précédentes années. Un personnage Absolument, à la hauteur de absolument. ce côté Amérique bigger than life et en même temps franchement Et pathétique et qui franchement traîne de kitsch. la patte, oui, qui traîne de la patte, qui est pathétique et en fait, il en fait un personnage absolument magnifique. C'est que d'une certaine Ouais. manière, au début, on se dit qu'est-ce que c'est que cette gaudriole avec un Elvis qui arrive plus à bander à l'hosto et qui se fait appliquer de la crème sur le pénis. Enfin bon, on est sur un truc assez, a priori, assez gras et décalé. Et en fait, toute la magnificence de Campbell réussit à incarner le personnage et lui donne une portée émotionnelle, symbolique. Il y a une peinture de l'Amérique qui est magnifique et qui est tout à fait comprise et beaucoup plus fine qu'elle en a l'air. Mm. Et voilà, sur cette société du paraître et du Mm. show et qui continue là-dedans, même face à la certitude de l'oubli et de la mort. Et je trouve Mm. ça, je trouve que c'est d'une beauté et d'une poésie qui est absolue. Et Coscarelli touche son récit, son histoire, sa mise en scène parfois un peu gauche, et pourtant complètement touché par la grâce. Et ça fait de Bubba Hotep un ovni cinématographique et qui, malheureusement, bon, qui a un petit peu son statut culte et qui a sa fanbase de fan hardcore, mais qui est un film qui devrait être davantage vu, en fait, parce qu'il dit incroyablement un nombre incroyable de choses sur l'état de la société américaine à ce moment-là, parce qu'on est quand même, mine de rien, juste après le 11 septembre. On est dans une Amérique qui a perdu goût en ses propres mythes, qui a la sensation d'être sur les rotules, qui cherche la gloire passée et qui ne sait plus où elle va. Et mine de rien, que ce soit conscient ou pas de la part de Lansdale ou Coscarelli, ils écrivent quelque chose qui met un thermomètre dans les fesses de l'Amérique profonde du début des années 2000, quoi. On rentre dans le film en riant jaune et puis on en sort la larme à l'œil, quoi. Donc Mm. voilà, je le trouve absolument splendide.
Bah oui, je suis d'accord. Après, Coscarelli, c'est quelque chose qui est intéressant parce que je trouve que ça a toujours été présent dans son cinéma, ce regard un peu mélancolique sur l'Amérique. C'est quelqu'un qui a commencé très jeune, hein, Coscarelli. Il avait à peine une vingtaine d'années quand il a fait Ouais, ses deux premiers films qui sont des films un peu des coming to age, hein, si je dis pas de bêtises, un peu sur Coming of Age. une jeunesse qui s'ennuie, une jeunesse de banlieusards ou de petites villes paumées dans le Middle West. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait déjà ça dans Fantasme. Il appliquait un argument fantastique, mais pour déjà dépeindre ce gamin qui est coincé dans sa ville, son frère veut partir. Voilà, il y a déjà ce côté, le deuil des parents. Il y avait déjà ce désenchantement, cette mélancolie, et en même temps cette tendresse pour cette Amérique qui s'ennuie beaucoup. On, on, Absolument. on dit souvent que c'est un pays où on s'ennuie beaucoup, en fait, hein, les États-Unis, C'est où très vrai. il y a un petit peu un vide existentiel dans ces sociétés de consommation. Et il y a déjà ça, et puis finalement, Bouba Hotep, bah, c'est l'autre bout du spectre. C'est plus la jeunesse, Absolument. c'est la vieillesse, Absolument. quoi. C'est très vrai. Et dans les deux cas, il choisit des endroits qui sont symboliques de l'Amérique reculée. Donc en Exactement. plus, là, il choisit dans Baba Hotep une maison de retraite où les vieux meurent à tour de bras et dans lequel tout le monde s'en fout, évidemment. Ils sont oubliés et laissés à l'abandon. Et imaginez que Elvis et JFK sont en train de croupir au fond du Texas et que Voilà. une momie en Stetson et en Santiago déboule pour aspirer ce qui reste, parce que c'est ça qui est beau, ce qui reste de leur âme, ce qui reste du mythe américain et ce qui reste de l'envie d'être remembered. Donc ça, il y a un truc qui est tout à fait beau. Et comme tu le dis, c'est très juste, le mot le plus juste, c'est tendresse. Oui. Coscarelli a une tendresse folle pour ses personnages. Il a une tendresse pour Bruce Campbell, et il a une tendresse pour Elvis, et il a une tendresse cette vieillesse voilà, qui arrive à terme, qui arrive au bout du chemin. Voilà. Mm. C'est d'une grande beauté, d'une liberté totale. Évidemment, Coscarelli se fout royalement des conventions du cinéma fantastique et des codes de son époque, au sens où tu sens que il fait un film, il fait une comédie d'horreur comme on en faisait dans les années 80, sauf qu'on est en 2002. Donc Ouais. le film a un côté anachronique. Mais Comme... il serait sorti plus récemment. Je pense qu'il aurait eu une vie dans les festivals, tu vois. C'est des Ouais, produits c'est possible. des produits, c'est pas très élégant ce que je viens de dire, mais c'est des productions, des concepts qu'on voit un peu plus souvent maintenant Ouais, et ouais. finalement, il serait sorti 10 ans plus tard. Voilà. Mais c'est toute la carrière de Coscarelli qui a une carrière vraiment en dents de scie, qui a été un peu, été un peu prisonnier du succès de Fantasme et il a été obligé de faire le 2 le 3 le Ouais, 4 ouais, ouais. de produire ou de, je sais plus, scénariser, produire le 5. Il a été enfermé dans ce succès-là et quand il a voulu Ah oui, faire tout à fait. de l'heroic fantasy, du thriller, des choses, c'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressant. Comme tu dis, c'est pas un très grand metteur en scène, mais c'est Non. quelqu'un qui déborde d'idées et Qui est qui, voilà. libre. C'est quelqu'un qui a plein d'idées folles. Ah ouais. John Die at the End, non, John Dies at the End, ouais, ouais, ouais. ouais, c'était Coscarelli aussi. Bon, là pour le coup, moi je trouve que ça part un peu trop dans tous les sens. T'as l'impression d'avoir de Edgar Wright multiplié par 10. Oui, Voilà. même Mais si j'aime bien John Dies at the End, évidemment, je l'aime pour son côté cocotte minute d'idées qui voilà, explose c'est dans tous ça. les... il y a des moments forts, hein, mais je sais pas, l'équilibre de tout ce qui fait que Coscarelli est Coscarelli C'est dans dans Boba Booba Hotep, Hotep. Boba Hotep trouve voilà, quelque chose qui Ouais, est absolument immortel. Et d'ailleurs, je suis très content de constater que ESC, le ouais, distributeur et éditeur français, le ressort en Blu-ray 4K. ouais. Bah, Donc ça, c'est une très belle chose. Jetez-vous dessus. À l'heure où, justement, tu le disais tout à l'heure, le cinéma d'horreur actuel est un petit peu orienté. Enfin, on observe une niche dans le cinéma d'horreur qu'on appelle la granny horror, hein. D'ailleurs, la c'est assez, gériatrique Aurore, j'ai entendu aussi ouais, ouais, dernièrement. absolument. La gériatrique horror, la granny horror, ce qui sont des termes assez étonnants. Mais enfin bon, c'est pas le plus. On peut s'attendre à tout dans le cinéma genre. Mais ça cartonne depuis quelques années parce que effectivement, on est une société qui a de plus en plus de mal à se projeter dans sa vieillesse, dans son avenir, dans son futur. Le fait de vieillir nous fait plus que jamais peur. Et donc, on voit surgir ça et là des films qui utilisent le champ lexical de la gériatrie pour faire peur ou en tout cas bousculer. Et je trouve que Baba Hotep l'a fait effectivement peut-être 20 ans trop tôt, d'une certaine manière. Ouais, C'est un oui. film, une anomalie, un ovni, mais qui mérite d'être réhabilité et probablement une des rares comédies horrifiques à vraiment valoir le coup, en tout cas pour moi. What was that you were doing in the washroom, Sarah? What? You're fit. Uh, uh, that,
I was nothing. Sarah, you have my attention. I was disappointed in myself. So you punished yourself. No, I don't. It's just something I do. I don't know. Would you do it again? For us? Now. Alors Steph, je te propose qu'on passe au dernier film, Starry Eyes, un film américain réalisé par Kevin Kolsch et Dennis Widmyer, sorti en 2014. C'est ça, 2014, ouais. 2014. Alors tu peux nous en parler un peu, comment t'as découvert le film? Ouais, c'est un film que j'ai découvert assez récemment en fait, mais que je trouve très intéressant parce que il aborde une thématique qui est très en vogue en ce moment, celle de la jeune femme qui cherche à percer à Hollywood et qui est prête à tout pour y arriver et qui passe un pacte faustien et qui accepte de mourir pratiquement pour pouvoir renaître et accéder à ses ambitions. C'est un personnage qui est dévoré par l'ambition et qui est prêt à tout abandonner et tout transformer et souffrir pour y parvenir. Et ce film est sorti avant l'époque MeToo, avant l'affaire Weinstein de 2017. Et donc c'est un film que je trouve un peu précurseur d'un phénomène social qui est beaucoup visité, surtout dans le cinéma féminin en ce moment. Je le trouve plastiquement intéressant. Bon, c'est un film très indépendant qui a été en partie financé par une campagne de crowdfunding. Ils ont vraiment eu très très peu de budget. Ça a été tourné en 18 jours, très petite équipe. Ouais. Et malgré ça, esthétiquement parlant, parce que c'est un personnage donc, qui signe un pacte faustien avec un célèbre producteur de films d'horreur pour qu'elle puisse enfin percer et devenir une grande actrice. Et pour ça, donc elle va devoir passer par une mutation assez horrifique. Et je trouve que ce film est une sorte d'hommage à La Mouche et Rosemary's Baby, une sorte de mélange des deux. Ça peut faire penser à Mulholland Drive aussi d'une certaine manière. Et en tout cas, cette thématique a été reprise après dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn et puis plus récemment dans The Substance de Coralie Farja. Mais voilà, je trouve que ce petit film indépendant, c'est une petite perle qui parle d'un sujet avant que ça n'éclate comme un grand sujet social. Voilà. Et je le trouve très, très ingénieux pour le très peu de budget qu'il a eu. Ouais, je crois que c'est 50 000 $. On parle de 50 000 $. Alors, je sais pas s'il a eu plus. Bah, après, c'est toujours compliqué sur des films comme ça réalisés de manière complètement commando de savoir exactement quel est le coût véritable, quel est l'argent dépensé. Enfin, mais c'est vrai que c'est un film très très intéressant et très maîtrisé pour le. On parle d'un tout petit film, mais il faut dire aux spectateurs qui l'ont pas encore vu que c'est un film très réussi formellement, très techniquement, qui tient complètement la route. Moi, ce que je voudrais saluer aussi c'est la performance de l'actrice Alex Esso, hein, qui est l'actrice principale du film, parce que on nous parle souvent de grandes performances, des grands acteurs oscarisables, oscarisés sur des grosses performances. Ce qui est intéressant aussi dans le cinéma de genre, c'est parfois de voir des prestations d'acteurs et d'actrices hallucinantes dont on parle pas du tout. Et là, un film comme celui-là, un body horror comme celui-ci, en plus avec une mise en abîme du jeu d'actrice, puisque c'est une actrice qui joue une actrice, Ouais. ça apporte quelque chose d'absolument dingue à l'écran, d'absolument monstrueux pour le coup à l'écran. Et voilà, je voudrais quand même saluer la performance de l'actrice principale qui est assez très intéressante avec ce personnage qui est à la fois la petite fille grandie trop vite, qui rêve encore, qui a encore ses rêves de petite fille de devenir une star, et en même temps voilà, un personnage un peu plus complexe, surtout à la fin du film, qui va être habité par des ressentiments, puis surtout par la douleur de ce pacte, comme tu dis, cette espèce de pacte faustien qui l'atteint dans sa chair, hein. C'est bien sûr une hyperbole sur les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma, quoi. Et c'est un film qui est très intéressant justement ça fait partie de ces films qui nous dépeignent tout le petit peuple d'Hollywood, quoi, tous les déshérités
célébrités d'Hollywood, tous ceux qui gravitent autour d'Hollywood, qui ont pas forcément la carte et qui vivent dans les résidences, comme on voit là, voilà, la résidence avec la piscine au milieu, vous voyez, ce qu'on voit souvent dans les films américains, qui vivent en périphérie d'Hollywood et qui essaient de trouver leur place, ceux qui essaient de se faire repérer, et en même temps, voilà, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est compliqué aussi de pas se laisser broyer par la machine. C'est aussi des personnages qui savent que le compteur tourne, hein, que l'horloge tourne, et que il y a un moment où ils vont passer des espoirs, des espérances de la jeunesse, au moment où on a au contraire l'aigreur d'avoir raté le coup, d'avoir raté le coche, au moment où une opportunité se présentait. Et c'est ça qui, hélas, va sceller le destin de ce personnage, quoi. Elle se construit en opposition justement à tous ses colocataires et ses amis. Elle nourrit une sorte d'amertume et de haine, dans le sens où elle pense que c'est cet entourage qui la ramène vers le bas, et c'est cette opposition qui va la mener à accepter l'inacceptable, en fait, par ce désir d'opposition. Complètement. Oui, puis c'est un film sur le coup de l'ambition, tout simplement. Moi, je trouve que ça compose là aussi un univers très intéressant parce que finalement, avec très peu de moyens, il arrive quand même à habiller Hollywood, Los Angeles, qui est quand même un décor. Finalement, on le voit plus tant que ça finalement maintenant au cinéma. J'ai l'impression que c'est un endroit où c'est de plus en plus difficile de tourner. Mais en tout cas, dans les années 80, 90, 2000, tu parles de Mulholland Drive, c'était un décor qui nous était très familier. Et finalement, avec peu d'argent, il arrive à en faire quelque chose, à lui donner une aura fantastique, le lieu de l'audition, la façon dont se passe l'audition, l'atmosphère, je dirais plus que le décor du lieu de l'audition. Bien évidemment, l'endroit où elle se rend chez le producteur, la maison du producteur, ce bureau sombre avec des boiseries Cette vieille sombres. villa hollywoodienne qui fait très années 40, 50, qui est encore dans son jus hollywoodien, en fait, et qui contraste complètement avec la modernité des autres personnages. Ça crée une opposition entre leurs deux mondes, en fait. Il y a même un côté un peu vampirique à ce domaine, là où vit le producteur. Il apparaît comme un vampire, en fait. C'est C'est ce un peu ça, vieil homme ouais. qui ne vit que la nuit et Mm. qui vit enfermé dans son espèce de château auquel elle seule a accès. On se demande même s'il existe en fait. Oui, On se demande même si oui, ce qui lui arrive a vraiment eu lieu, si en tout cas ça s'est passé de cette façon-là, si ce personnage-là est un personnage surnaturel. Alors il y a un côté un peu rituel, il y a une séquence un peu rituelle sur les collines, voilà. oui, la dimension de la secte, un peu à la Voilà, Rosemary's Baby. Pour rentrer dans le clan, il y a un voilà. certain rituel à respecter. Et la porte d'entrée, c'est justement, et ça, pareil, je trouvais que c'était très ingénieux. Ils ont trouvé une technique de montage pour un montage épileptique à base de flash photographiques qui crée un état de transe et qui sont les premières étapes de la mutation du personnage. Et ça, je trouve que c'est très, très réussi. C'était une belle trouvaille technique. Et tu Et avais déjà tu vu trouves ce film, toi, quand tu as réalisé Mantra, donc ton présent court-métrage, qui est aussi Non. un body horror d'une certaine façon, un film sur une métamorphose d'une femme. Non, je l'avais pas encore vu. Je l'ai vraiment vu très récemment et il cristallise vraiment quelque chose, mais dans une simplicité qui est vraiment efficace en fait. Mais oui, le body horror, enfin, c'est surtout en ce moment, c'est un sujet qui est très pris par les réalisatrices notamment, et c'est une thématique qui m'est chère. Mais là, la manière dont ils se la sont appropriée était originale et intéressante. Et les effets sont très réussis malgré le peu de budget. Tous les effets sont vraiment brillamment réussis. Toutes les morts, toute la mutation en elle-même qui est très crade, qui est très crédible, qui peut même d'une certaine manière faire penser à ce que les mannequins se font subir Oui. par l'anorexie, par la boulimie, la perte de cheveux, la maigreur. Il y a toute cette esthétique-là aussi qui est abordée dans le film et qui est très réussie. Et puis tu sens que Kolch et Whitmire sont des fins connaisseurs du genre et des mécaniques du genre, de ces rouages. Du coup, le film est très malin parce qu'il parle avec évidemment très très peu de moyens. Il switch de temps en temps sur des codes narratifs et esthétiques qui du coup effectivement passent par d'abord le drame ou presque le comment dire le quasi social sur qu'est-ce que c'est qu'être une actrice à Hollywood. Et puis quand son argument fantastique de un petit peu voilà fantastique slash folk horror de secte s'empare
du récit bascule sur des rails de possession, puis ça part sur le body horror, puis finalement sa dernière partie est slasher, et puis voilà, ils prennent toute la grande marmite du genre, et avec 3 fois rien, je ne savais pas qu'il y avait que 50 000 $. Ouais, Je ne savais pas. et puis la fin qui rappelle Carrie quand elle s'extrait de la terre, Oui. c'est une scène qui est magnifique. Et là, comme tu dis, on se demande encore à ce stade-là, est-ce que ça se passe réellement? Est-ce que c'est imaginaire? Quand elle revient dans la maison, son physique est bigger than life. Et du coup, tu sais pas si t'as basculé du côté du fantasme, du cauchemar, ou si tout ça c'est vraiment réalisé. Et ça, c'est très fort Ce aussi. qui fait qu'on sent très bien qu'ils ont pris Lynch, ils ont pris De Palma, ils ont pris Cronenberg, et ils ont fait un truc qui est pourtant très perso et qui marche très bien, quoi. Bah oui, oui, parce qu'ils réutilisent des motifs qu'on a vus chez ces réalisateurs-là, mais ils leur donnent un autre sens, une autre Ouais. résonance. Quand elle sort de la terre d'Hollywood, enfin, elle renaît dans ce terreau de l'industrie du cinéma, c'est pas la même signification que la tombe de Carrie. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est quelqu'un qui, comme dit Rémi, connaît bien, ils connaissent tous les deux bien le cinéma de genre, mais ils savent réutiliser leurs influences pour leur donner une nouvelle signification. Mm, mm, mm. Voilà pour Starry Eyes. Pour terminer, je vous propose à tous les deux, avec Rémi, de parler un peu de votre court-métrage Même la lune saignera. Voilà, si vous voulez en dire 2 mots. Bah, dire 2 mots, c'est toujours très compliqué, mais puis parler de son propre travail en 2 mots, c'est doublement plus compliqué. C'était un film qui est né de notre rencontre avec Steph à Gérardmer en 2022, alors qu'elle présentait Mantra et que je présentais Friandise. Et l'idée première vient de Steph, hein, puisque c'est elle qui est venue avec l'idée d'abord très conceptuelle de mettre en scène un serial killer qui, Tombe amoureux d'une de ses victimes. voilà, Et donc, d'imaginer ce qui aurait pu se passer si Maniac avait une sorte de happy ending. alors, happy ending, c'est évidemment très subjectif et on laissera évidemment les gens en juger. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la fin qu'on a voulu volontairement très, Très pas ouverte. cryptique, mais Très ouverte, ouverte. voilà. Ouais, libre Euh, d'interprétation, ouais, je suis Libre d'accord. d'interprétation, chacun, et d'ailleurs on a reçu évidemment des retours très différents là-dessus, sur la façon dont les spectateurs se Mm. positionnent sur la fin, autant sur sa signification que sur son ton finalement. Ouais. Même si pour nous, évidemment, elle a une signification très propre et qu'on taira, évidemment. Voilà, on voulait se retrouver autour de ce qui nous plaît autant l'un que l'autre, c'est-à-dire un poème néo-gothique, hein, ramener du romantisme noir et du gothisme dans le cinéma de genre français, qui met la poésie, la notion même de poésie au centre du film, hein, de manière assez littérale, hein, ce qui est un exercice périlleux, mais qu'on a beaucoup apprécié faire, notamment grâce à un acteur qui est absolument phénoménal de talent et qui est promis à une très très grande carrière. En tout cas, on lui souhaite. C'est Christophe Montenez de la Comédie Française, avec lequel Steph voulait travailler depuis des années, qui a failli être dans Mantra d'ailleurs. Oui, on s'est raté sur plusieurs projets et on est très heureux d'avoir pu travailler avec lui sur Une Señora. Il forme un duo vraiment incroyable avec Alizé Coste, qui elle a joué dans les Papillons Noirs. L'idée, c'était d'aller chercher un acteur qui ne soit pas un stéréotype de ce qu'on peut s'imaginer d'un serial killer, d'aller chercher plutôt un acteur avec une sensibilité, une certaine forme de féminité, Ouais, de un fragilité, ouais. exactement. Et ça apporte aussi de la poésie au film et une sensibilité particulière malgré une certaine violence et une certaine âpreté. Bah, c'est toute la cohabitation, justement, en tout cas dans notre définition du romantisme. C'est ce qu'on aime bien, c'est le mettre en parallèle la pulsion d'amour et la pulsion de meurtre, mettre comment dire, la violence et la douceur au même niveau sur des curseurs qui n'arrêtent pas de switcher entre l'un et l'autre, et qui ne savent pas trouver leur équilibre entre l'un et l'autre, et le tout filmé dans notre finalement région natale, on a choisi de situer le film sur la côte d'Opale, dans le nord de la France, sur ces plages tristes et grisâtres, qui nous semblaient être le meilleur décorum pour notre poème gothique, quoi. Sur l'autel de la foi, je lacère, j'assassine ton enveloppe si maligne, tes amours d'autrefois. Il y a une place pour nous, loin de ce grand vacarme. Hors du pays des larmes, je ramperai à genoux
Là où l'ombre est seul voile, tu brilleras à jamais. Ouais, un poème gothique, c'est une formule qui correspond bien à la forme et à l'état d'esprit du film. Voilà, moi je l'ai trouvé absolument magnifique. On peut voir certains de vos courts-métrages sur la plateforme Shadows, c'est ça? Ils le sont tous. Ils le sont tous. Friandise, et Le Diable rit avec moi pour toi, ils sont sur Shadows. Oui, et Mantra aussi. Ouais, Et Mantra est Mantra sur Shadows et sur Arte. sur Arte. Donc sur la plateforme d'Arte également et sur la chaîne YouTube d'Arte. Ben, merci à vous deux d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir partagé vos émotions de cinéphiles. Merci. Bon. Merci à toi. It's okay, Sarah. I told you this would be different. Sarah, relax yourself. Sarah, if you can't fully let yourself go, how can you ever transform into something else?